Chapitre 3 du cours d'écologie de S3, il porte sur l'étude des facteurs hydriques, donc c'est l'autre volet de l'étude du climat. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'eau atmosphérique. Alors tout d'abord, essayons de voir quel est l'état de l'eau dans l'atmosphère et la surface terrestre. Vous savez que l'eau, il est présente à la surface terrestre sous ces trois états. Un état gazeux, c'est l'état où l'eau est sous forme de vapeur d'eau, donc c'est un gaz. L'état liquide, où l'eau est liquide, donc c'est le cas quand il y a de la pluie, quand il y a du brouillard ou la rosée. Et le cas où l'eau est gelée, donc c'est de la glace, la neige, le givre, et la grêle, tbruri par exemple. Le passage entre ces différents états, ce sont des étapes qui peuvent aller dans les deux sens. Par exemple, de la vapeur d'eau vers l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la condensation. Et le passage de l'état liquide à l'état vapeur, c'est la vaporisation, ou bien l'évaporation. Le passage de l'état gazeux à l'état glace, c'est la condensation solide, c'est-à-dire le passage direct de la vapeur d'eau à la glace. Et le cas de la glace qui passe à l'état gazeux, c'est la sublimation. Et bien sûr, le passage de l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion. Et le passage de l'état liquide à l'état solide, c'est la solidification, c'est-à-dire quand l'eau va geler. Donc tout ce qui est en bleu, ça absorbe de l'énergie. Tout ce qui est en rouge, ça dégage de la chaleur ou bien de l'énergie. Par exemple, le passage de l'état liquide à l'état gazeux, il est accompagné, donc c'est l'évaporation, et il s'accompagne bien sûr par une absorption de l'énergie. C'est-à-dire pour faire évaporer de l'eau, il faut lui fournir de l'énergie pour qu'il puisse passer à l'état gazeux. Alors bien sûr, tous ces états de l'eau, ils sont réglés par la température, bien sûr, et bien sûr la pression de l'eau dans l'atmosphère. Et on peut avoir donc ces différents états. Au centre, vous avez à la température zéro, vous avez le point triple où vraiment on peut avoir le passage aussi bien de l'état glacé que l'état gazeux ou bien l'état liquide. Alors, à la surface terrestre, tous ces phénomènes se produisent donc en fonction de la nature du substrat. Sur les océans, par exemple, quand ils absorbent l'énergie solaire, il va y avoir de l'évaporation. La même chose sur le milieu terrestre, quand dans les lacs, dans les fleuves, ou bien sur les sols, avec la végétation, là encore, il y a de l'évaporation. Cette eau qui passe à l'état gazeux va aller dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Lorsque les conditions le permettent, notamment la baisse de la température, ils vont se condenser, ils vont donner par la suite des précipitations, soit sous forme de neige, soit sous forme de pluie. Et l'eau, on va la retrouver après dans les ruisseaux, dans les nappes phréatiques, ou bien plus en profondeur dans les nappes d'eau souterraines. Donc voilà, ça c'est un exemple de cycle de l'eau dans ces différents états tels qu'on peut le constater à la surface terrestre. Alors tout d'abord, essayons de voir dans les détails qu'est-ce que c'est l'évaporation. L'évaporation, c'est le passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux. C'est le phénomène le plus important pour les climats à la surface terrestre. Ce phénomène est donc une vaporisation progressive qui va avoir pour effet d'absorber de l'énergie. Donc il faut fournir de l'énergie qui vient du soleil notamment et qui s'accompagne notamment par une réduction de la température de l'environnement. C'est ce qui se passe chez nous-mêmes. Quand on a très chaud, qu'est-ce qui se passe? On va suer. On va avoir de la sueur qui sort. Et cette sueur, il emporte avec elle une partie de notre chaleur. Et ça permet au corps humain, par exemple, ou bien tous les mammifères, de réguler leur température. Donc, l'évaporation, il s'accompagne toujours par un refroidissement ou bien une réduction de la température de l'environnement. Alors, les facteurs qui sont responsables de l'évaporation, tout d'abord la température de l'air, il faut donc un apport d'énergie. Les radiations solaires, donc les zones aquatiques, les lacs, les océans, quand ils sont exposés aux rayons solaires, il va y avoir de l'évaporation. La nature de la surface, par exemple, la nature de la surface, telle que si vous voulez faire sécher votre linge, par exemple,
eh ben, il faut l'étendre, il faut augmenter la surface de contact avec l'air et il va sécher plus vite que si vous le laissez plier. Le type de matériau imprégné, par exemple, la nature du matériel, vous avez le nylon, il sèche plus vite, par exemple, que la laine ou le coton. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Le vent. Le vent, il favorise l'évaporation. Donc quand il y a du vent, il y a plus d'évaporation que lorsqu'il n'y a pas de vent. Parce que justement, l'air se renouvelle et il y a toujours de l'évaporation qui accompagne ce phénomène. Et enfin, l'humidité de l'air elle-même. C'est-à-dire de l'air sec, il va favoriser l'évaporation que de l'air qui est déjà chargé en humidité. Donc de l'air humide, il va y avoir moins d'évaporation que si vous avez de l'air sec. Alors quels sont les différents types et formes de l'évaporation? Alors dans la nature, il y a deux types d'évaporation. Tout d'abord, une première forme d'évaporation qu'on va appeler l'évaporation physique. C'est l'évaporation qui se produit sur toutes les surfaces aquatiques, les océans, les mers, et bien sûr toutes les surfaces qui contiennent de l'eau, même le sol. Quand le sol est mouillé, et quand il y a de la chaleur ou bien exposé aux températures élevées, il va y avoir de l'évaporation. C'est un phénomène qui est purement physique. Et aussi, vous avez un autre phénomène qui est une évapotranspiration physiologique cette fois-ci, qui est due au couvert végétal et aux plantes. Pourquoi? Parce que les plantes, ce n'est pas comme les animaux, ils ont un cœur, ils ont un système circulatoire, mais pour faire circuler la sève dans une plante, il faut créer un vide en haut de la plante, ce qu'on appelle le potentiel hydrique. Donc la plante, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire évaporer de l'eau au niveau de ses feuilles, et de cette façon, il va y avoir une demande d'eau qui vient. De cette façon, la plante va absorber de l'eau au niveau du sol et qui va être accompagnée par une absorption aussi des sels minéraux. C'est la sève brute qui va monter vers les feuilles. Une partie de l'eau va s'évaporer et la plante va utiliser les sels minéraux qu'elle a absorbés. Donc, ce processus pour faire circuler et la sève brute et la sève élaborée dans une plante, il faut qu'il y ait de l'évaporation. Alors, cette forme d'évaporation, on l'appelle une évapotranspiration. Évaporation parce que c'est un passage de l'état liquide à l'état gazeux de l'eau, et transpiration parce que c'est un organisme vivant. C'est un organisme vivant qui va provoquer cette évaporation et on va l'appeler de la transpiration. Donc on réunit les deux termes, évapotranspiration, pour désigner cette évaporation qui est causée par les plantes. Donc vous avez deux formes, l'évaporation physique et l'évapotranspiration qui est produite par les plantes, notamment les arbres dans les forêts. Alors, le phénomène inverse de l'évaporation, c'est la condensation. C'est un phénomène aussi physique de changement de l'état de l'eau, passage de l'état gazeux vers l'état liquide ou solide, ça dépend de la température. Le passage de l'état gazeux à l'état liquide est aussi appelé liquéfaction, c'est l'équivalent de condensation, mais on va plutôt utiliser le mot condensation. Alors, dans la nature, la condensation de la vapeur d'eau est une étape importante du cycle de l'eau, à l'origine notamment de la rosée. La rosée, c'est les petites gouttelettes d'eau qui se forment la nuit quand l'air est très humide et que la température baisse. On voit la formation de ces gouttelettes d'eau, c'est la condensation. C'est le cas quand on voit apparaître les nuages. Les nuages, c'est de toutes petites gouttes d'eau qui sont en suspension de l'air, ou bien quand il pleut. Donc là, c'est un phénomène de condensation. La neige, c'est plutôt une condensation solide, du passage de l'état gazeux à l'état solide, étant donné bien sûr quand les températures sont très basses. Le brouillard givrant, c'est la givre qui apparaît sur les surfaces froides, notamment, on peut le constater même à Marrakech, lorsque vous avez une nuit fraîche où la température peut descendre jusqu'à 0 degré. Sur les voitures, on voit apparaître une couche de glace, c'est le givre qui se forme sur les voitures. Donc, ce qu'il faut retenir de ces deux phénomènes, l'évaporation et la condensation, c'est que l'évaporation s'accompagne toujours par un refroidissement de l'air, donc une température qui va baisser. Et la condensation, le phénomène inverse, il s'accompagne toujours par un dégagement de chaleur. C'est la chaleur qui a été absorbée au moment de l'évaporation, il est restitué au milieu lorsque vous avez la condensation. Donc notez bien ces deux phénomènes qui s'accompagnent dans un cas avec un refroidissement, dans un autre cas avec une augmentation de température. Alors, on va parler de l'humidité absolue. Alors l'humidité absolue, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'air humide, donc il contient de l'eau, l'état gazeux, et c'est la teneur en vapeur d'eau en fait, c'est la teneur de l'air en vapeur d'eau.
on va la mesurer avec sa masse, c'est la masse d'eau qui est contenue dans un volume d'air, par exemple. Un mètre cube, il contient combien de grammes d'eau à l'état vapeur. Donc c'est le rapport entre la masse d'eau et le volume d'air, tel que vous pouvez le constater ici. Alors quand je parle, notez toujours ce petit curseur qui vous indique les choses où il faut attirer votre attention. Donc la formule, c'est l'humidité absolue, c'est le rapport entre la masse d'eau et le volume d'air, donc il s'exprime en grammes par mètre cube. L'humidité absolue, il est limité par la quantité maximale que le gaz peut absorber avant qu'il y ait saturation à la température de ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à une certaine température, l'air ne peut pas contenir indéfiniment de la vapeur d'eau. Il y a un moment où la vapeur d'eau, il va immédiatement se condenser, se transformer en eau liquide. C'est ce qu'on appelle la tension maximale ou critique. C'est-à-dire pour un volume d'air, on arrive à une certaine valeur au-delà de laquelle l'eau va se condenser. Et je vais vous donner des exemples. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la rosée. La température, quand elle baisse, elle va provoquer la condensation. Et c'est un phénomène qui se produit régulièrement dans l'air. Alors, pour illustrer ceci, on va voir ce tableau qui nous donne, pour chaque température, tout ce qui est en bleu en haut, quelle est la masse maximale de la vapeur d'eau que l'air peut contenir. C'est ce qu'on appelle aussi l'humidité saturante, ou bien l'humidité critique, c'est-à-dire au-delà de laquelle, hop, on passe de l'état vapeur à l'état liquide automatiquement. Donc à moins 40 degrés, on a 0,1 g, à moins 30 degrés, 0,34 g, à moins 20, 0,9 g, à moins 10 degrés, 2 g, 2, à 0 degré, 4 g 8, qui est le maximum que peut contenir l'air. À plus de 10 degrés, donc température positive, l'air peut contenir 9,4 g. À plus 20, 17,3 g. Et à plus 30, 30,4 g. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater de ces données que l'air froid ne peut pas contenir beaucoup de vapeur d'eau. Immédiatement, il se transforme en glace. Par exemple, lorsque vous êtes à 30 degrés, le volume d'air, il peut contenir jusqu'à 30,4 degrés. Si je passe à 30,5 degrés, le 1 dixième de gramme que j'ai rajouté, il va se condenser. C'est le phénomène que vous avez chaque jour sur votre réfrigérateur. Lorsque on va se poser la question, d'où vient la glace qui se forme dans un réfrigérateur? En fait, c'est de l'eau qui était sous forme de vapeur, contenue dans l'air. Quand vous ouvrez votre réfrigérateur, il y a l'air ambiant qui entre dans le réfrigérateur. Quand vous fermez votre réfrigérateur, la température baisse, bien sûr, parce que c'est un réfrigérateur, et là-dedans, l'eau va se transformer de la vapeur d'eau à la glace. Et c'est comme ça que vous avez la glace qui se forme dans votre réfrigérateur. L'autre illustration de ce phénomène, c'est que l'hiver, quand il fait froid, et que vous soufflez sur une vitre, vous avez de la buée qui se forme. Cette buée, c'est de l'air chaud qui sort de nos poumons. Au contact de la vitre froide, il va se condenser. Il ne peut pas rester à l'état gazeux. Alors que dans nos poumons, il était à l'état de gazeux parce que nos poumons sont chauds et donc ils contiennent il peut contenir beaucoup de l'eau à l'état vapeur d'eau. Donc c'est une question purement physique de relation entre la température. Alors là, vous avez cette courbe qui fait le lien, donc ce sont les valeurs que je vous avais données dans le tableau précédent. Et là, vous avez cette courbe qu'on appelle la courbe de saturation. Ici, l'eau, c'est l'air humide, l'eau est sous forme de vapeur. Ici, c'est l'eau sous forme d'eau, donc c'est le brouillard de l'eau. Ici, c'est température négative, au-delà de zéro, c'est le brouillard givrant ou bien la neige. Cette courbe, donc, on l'appelle la courbe de saturation de l'air, c'est-à-dire l'air, il est saturé, il ne peut plus contenir de la vapeur d'eau. On l'appelle aussi la courbe de condensation. C'est-à-dire que lorsqu'on a traversé cette courbe, qu'on vient d'ici vers ici, eh bien, l'eau va se condenser et se transformer en état liquide. On parle aussi de l'eau de rosée. La courbe de rosée, c'est-à-dire la courbe où va voir apparaître les gouttelettes d'eau de la rosée sur les surfaces froides, par exemple. Alors, on va parler aussi d'un autre terme, c'est l'humidité relative. Donc, on a parlé de l'humidité absolue, c'est la quantité d'eau sous forme de vapeur contenue dans un volume d'air, c'est des grammes par mètre cube. L'humidité relative de l'air, c'est en fait le degré hygrométrique de l'air. Il est couramment appelé
la tension de vapeur d'eau, ou bien la pression de vapeur saturante, c'est-à-dire le maximum, ou bien la tension de vapeur, c'est-à-dire quel est notre éloignement de l'état liquide de l'eau. Je vais vous expliquer ceci tout de suite. C'est le rapport entre l'humidité absolue à une température donnée par rapport à l'humidité saturante à une température. Par exemple, l'humidité relative, il nous renseigne en fait sur l'éloignement de l'état liquide. Alors en écologie, bien sûr, on travaille sur les êtres vivants, et la forme de l'eau qui est la plus intéressante, c'est la forme de l'état liquide de l'eau. Les êtres vivants, ils ont besoin de boire, les plantes, ils ont besoin d'absorber de l'eau pour pouvoir absorber les sels minéraux dans le sol. Donc c'est l'état liquide qui nous intéresse. L'état de vapeur, c'est un état de physique de l'eau dans l'atmosphère, mais il n'est pas très intéressant pour les organismes sous cet état. C'est plutôt au-delà du point de saturation ou bien au-delà du point de rosée qui nous intéresse. Alors, je reviens à cette courbe, toujours pour expliquer un petit peu comment se passent les choses. Ici, c'est la vapeur d'eau. Ici, au-delà de cette courbe rouge, c'est l'eau liquide. Et au-delà de température inférieure à 0 degré ici, l'eau est sous forme de glace. Je vais prendre un exemple avec un point ici. Il est à une température de 30 degrés, par exemple. Il contient 5 grammes de mètre cube d'humidité absolue, on le voit ici. L'humidité saturante à 30 degrés, c'est 30 grammes par mètre cube. C'est-à-dire que c'est le maximum, c'est de l'air chaud, il peut contenir jusqu'à 30 grammes par mètre cube. Eh bien, l'humidité relative, c'est le rapport entre l'humidité absolue à la température actuelle par rapport à l'humidité saturante, c'est-à-dire le maximum. Et bien dans notre cas, ce point A, ou bien de l'air pendant le jour, on a pris un exemple pendant le jour, la température à 30 degrés, et bien l'humidité relative, il est 17%. Pourquoi? Parce que ce point, comme vous pouvez le voir, il est très loin de la courbe de saturation. C'est sur ce point que je vous marque avec le curseur, qui est l'état de l'eau à cette température. Donc il faut que l'humidité augmente jusqu'à ce point pour avoir de l'eau. Alors, avec les mêmes caractéristiques, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? La nuit, le jour il a fait 30 degrés, la nuit, la température est tombée à 0 degré. Il fait froid. Vous avez toujours la même humidité de l'air. Mais à 0 degré, l'humidité saturante, il est à peu près de 5 grammes par mètre cube. Et on a de l'air qui contient 5 grammes. Si je fais le rapport entre l'humidité absolue à la température 0 degré et l'humidité saturante à la température 0 degré, c'est 5 sur 5. Multiplié par 100, ça nous donne 100% d'humidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'air est saturé et je vais avoir ici, le point, il a évolué, le point 2, il est passé à ce point-là, et bien sûr, la température permet la condensation et je vais avoir formation de la rosée. Donc c'est ce qui se passe pendant l'hiver. Le jour, il peut faire température jusqu'à 30 degrés avec une certaine quantité d'humidité. Mais la nuit, le fait que la température diminue, sans qu'on rajoute de l'humidité dans l'air, ce point-là, il va évoluer. Au fur et à mesure que la température diminue, il arrive jusqu'ici. C'est le même cas qui se produit dans votre réfrigérateur. C'est de l'air chaud, ambiant, qui entre dans le réfrigérateur. Sa température diminue. À un certain moment, il se condense, il se transforme en glace. Entre ce point A, 1 ici, à la même température, lorsque j'arrive ici, eh bien, c'est ce qui me manque. C'est ce qu'on appelle DH, c'est le déficit hydrique. Alors maintenant, on va passer comment se forment les précipitations, ou bien les pluies. Je reviens toujours avec ce schéma qui va nous accompagner pendant un moment. Ici, c'est la vapeur d'eau, l'eau liquide. Voilà le cycle de l'eau. Il y a évaporation, condensation dans l'air. Quand l'air chaud monte jusqu'à des couches de l'air froide en haut, il va se condenser. S'il est poussé par le vent, il va donner de la pluie à ce niveau-là. Donc, on passe de l'état 1. Je le mets ici sur le schéma. C'est de l'eau gazeuse à cette température. On a cette humidité. Pour obtenir de l'eau liquide, qu'est-ce qu'il faut? Deux choses. Soit je rajoute de l'humidité, donc j'augmente l'humidité. Ce point 1, je le fais évoluer dans ce sens. Quand il tombe sur la courbe rouge, il va se condenser. Ou bien, je fais baisser la température.
Donc soit j'augmente l'humidité, donc je rajoute de l'humidité absolue dans l'air, soit je fais diminuer la température, ou bien les deux à la fois. Et c'est ce qui se produit généralement dans la nature, donc augmentation, et en même temps j'ai une température qui baisse. Et le résultat, c'est que je vais passer à l'état 2 et l'état 3. Et voilà, le point 1, il évolue, condensation, passage, formation de rosée, formation des nuages ici, et hop, de l'eau. Et quand il est très important, il va tomber sous forme de pluie. C'est comme ça que la pluie se forme dans l'atmosphère. Alors, la genèse de la pluie, donc il passe par ces différentes étapes. Premièrement, vous avez des petites gouttelettes en suspension dans l'air. Ils sont petites, ils ont un diamètre compris entre 10 et 25 microns. Avec cette dimension, ils ne peuvent pas tomber. Ils restent en suspension. Ils sont transportés par l'air. Ils ne peuvent pas tomber. Ils restent en suspension. C'est le cas quand vous voyez des nuages. Il ne pleut pas, mais vous avez des nuages. Ça veut dire que l'eau, il est formée, il s'est condensé, mais il est encore très léger. Lorsqu'il va y avoir agglomération de ces gouttelettes, ils vont se lier les unes aux autres. À un moment, ils vont former des gouttelettes plus grosses. Et quand ils formeront des gouttelettes plus grosses, ils vont pouvoir chuter. Et c'est ce qui se produit lorsque le diamètre de ces gouttelettes est égal ou supérieur à 0,5 mm, c'est-à-dire un demi-millimètre. Lorsqu'on atteint cette dimension, l'eau ne peut plus rester dans l'atmosphère, il est trop lourde et il tombe. C'est comme ça que se forment les pluies dans l'atmosphère. Donc, condensation avec de l'air chaud qui va se refroidir dans l'atmosphère, ça forme des petites gouttelettes très légères, puis après agglomération et finalement chute vers le sol et c'est comme ça que la pluie se forme. Alors, c'est voilà cette eau qui va traverser les écosystèmes, traverser les milieux aquatiques vers le milieu terrestre et il va générer, donc ce schéma, il résume un petit peu tout le cycle de l'eau à l'état naturel, évaporation sur les surfaces d'eau, condensation dans l'atmosphère, parce que quand on monte en atmosphère, on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, la température va baisser, il va faire froid, et enfin, condensation, ça va donner de la pluie, précipitation. Ici, le vent va transporter ces nuages. Regardez, il commence petit, puis après il se condense. Et ça va donner soit de la neige, soit de la pluie. Ça va ruisseler dans les rivières, les cours d'eau. Sublimation sur la neige qui va passer directement à l'état gazeux. Puis après, ça va remplir les lacs, infiltration dans le sol, dans les nappes phréatiques. Et voilà, donc le cycle de l'eau. C'est très important donc de comprendre que ces différentes étapes sont très importantes pour le cycle de l'eau sur nos écosystèmes. Voilà.